Et ben voilà, chers amis, ça fait maintenant 2 ans et demi d'absence, 2 ans durant lesquels je suppose qu'il s'est passé beaucoup de choses pour vous, comme pour nous. Bon, c'est pas encore mon retour parce qu'il va falloir un peu patienter, mais ça va venir. En attendant, je suis heureux de vous retrouver, bien sûr, et puis vous allez voir, je vous envoie du ravitaillement. La première chose que je voulais vous dire, c'était mon admiration pour votre courage, votre résistance et votre amitié. Et puis je veux aussi vous remercier bien sûr pour ce que vous avez pu m'envoyer comme courrier, comme soutien divers. J'ai été très touché de ces marques d'amitié. Et puis j'ai été très étonné aussi qu'à la suite de mon premier message, je n'ai pas reçu de message incendiaire, me faisant de reproches. Je n'ai pas reçu un seul et ça m'a beaucoup touché aussi. Ça m'a montré à quel point vous étiez solide dans l'adversité et que vous étiez aussi lucide sur tout ce qui se passait. Alors étant donné les limitations qui me sont imposées, il n'y a qu'un moyen pour moi de vous parler aujourd'hui, c'est à travers mon écriture, mes livres. Et vous allez comprendre pourquoi. Et vous allez voir aussi que les livres dont je vais vous parler suppléeront largement à toutes les vidéos que je pourrais faire. Car j'écris 6 livres en 2 ans. Je vous en reparle dans un instant. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal de choses et à la fin, je ne vous fais qu'une seule demande. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, eh bien, vous allez apprendre comment l'État français a réussi à violer le droit, le plus basique, en s'attaquant à moi et à ma famille, et en mettant une famille complète en prison. Moi, ma femme et mes enfants, en s'inscrivant donc carrément dans le camp des régimes autoritaires en violation des lois les plus basiques, puisqu'évidemment on n'enferme pas des enfants depuis très longtemps en France, depuis plus de 150 ans, c'est très ancien. Vous voyez, donc l'État renoue avec ça. Donc l'État a commis ce crime, c'est un crime, et de toute façon, l'incarcération d'une personne innocente, qui n'est même pas poursuivie, de la part d'un fonctionnaire, qu'il soit juge, procureur, ambassadeur, consul, ministre ou président de la République, c'est la même chose, c'est passible de poursuites extrêmement sévères. C'est un crime extraordinaire qui est prévu par la loi et qui entraîne des condamnations et la condamnation de l'État auquel appartient ce fonctionnaire. Donc nous allons avoir des aventures très intéressantes, vous allez voir, parce que ça, évidemment, ça va faire un scandale énorme. Alors vous êtes le petit cercle auquel je partage ça, mais vous allez voir que ça fera à un moment donné beaucoup de bruit, si ce n'est la une des journaux. Et tout cela, bien sûr, sans condamnation. Incarcéré, sans condamnation. Manière de me faire taire, si vous voulez. Et de me faire faire de la prison ferme avant tout procès. Alors même qu'Interpol nous a signalé, par écrit, qu'il n'avait rien à nous reprocher. Alors pourquoi en prison? Parce que je reste fidèle à la pensée française, qualifiée aujourd'hui d'extrémiste par le petit groupe qui dirige l'État et qui tient les médias subventionnés. Petit groupe illégitime, profanateur de la loi, qui n'hésite pas à lyncher les gens à la manière du Ku Klux Klan, sans aucun élément et avant tout procès. Donc, vous voyez bien les méthodes des médias aujourd'hui, ce sont les méthodes les plus expéditives pour liquider quelqu'un. Et pourtant, nous sommes la loi. Nous sommes la loi, je dis, je fais ce que la loi et la Constitution, ainsi que les textes fondamentaux de l'ONU, nous autorisent à faire et à dire. Et éventuellement même nous enjoignent à faire, puisque vous le savez, ce que je dis relève même du devoir des citoyens conscients des dérives des États. Donc nous avons vécu avec les enfants dans des conditions déplorables, que je vous raconterai, que je vous raconte donc un peu dans mes écrits. Vous allez apprendre comment nous avons vécu, non pas dans une prison confortable comme en France, mais dans des circonstances que vous voyez dans certains films comme Midnight Express, et moment évidemment qui marque évidemment les souvenirs, et puis aussi qui sont des moments importants dans la vie d'une famille. C'est quand même pas tout à fait banal. Et puis moi, ensuite, j'ai été rapatrié en France. Après ce mois d'incarcération en famille, j'ai été rapatrié en France avec ma famille, et quant à moi, j'ai fait 3 mois de prison classique, et ensuite, le reste du temps, en isolement complet. C'est vous dire si, étant, à ma connaissance, le dissident qui a fait le plus de temps de prison, sans condamnation, je le répète, je suis probablement l'un de ceux
qui dit des choses et qui détient des clés que le système n'aime pas voir révélées au public. Et c'est d'autant plus vrai que j'ai pu, avec cette période, écrire et vous proposer tout ça. Mais en même temps, je pense que ça préfigure ce qui va arriver à de plus en plus de Français. Parce que l'État est en pleine radicalisation, en pleine dérive sectaire. Néanmoins, ce que j'ai ressenti pendant ces 2 années, ce n'était pas de la désespérance. Au contraire, ce fut une grande sérénité pour moi et la force de la foi, des convictions, ces convictions qui font notre identité. Et j'ai constaté que c'est précisément ce que l'État de non-droit déteste. C'est ça qu'il veut détruire, c'est ça qui fait notre force et qui nous maintient solides face aux épreuves. Il veut s'attaquer précisément à ces valeurs. Et vous le savez depuis très longtemps, puisqu'on le voit très bien avec l'école à la maison, il ne veut pas que les familles transmettent des valeurs aux enfants. Donc ce qu'il me reproche, ce sont mes idées et mes principes. Il n'aime pas que je défende les familles, par exemple, ou l'école à la maison, tout en reconnaissant que je le fais efficacement d'ailleurs. Les magistrats sont très ennuyeux parce que les documents qu'ils ont vus, les documents juridiques, ils les trouvent très bien conçus. Donc il me reproche des idées et des principes, ce qui, entre parenthèses, est totalement illégal, puisque les procès politiques sont illégaux en France, et en Occident en général. Donc vous voyez bien qu'on est en train de passer un cap. Maintenant, les procès politiques sont possibles. Il n'y a rien qui me soit reproché qui ne soit en fait substantiellement de nature politique. Donc ça c'est très intéressant parce que ça vous concerne aussi. Vous voyez, quand on en arrive à faire des procès politiques, il est vrai que l'État n'est plus à ça près, quand on arrive à placer des dizaines de milliers d'enfants, quand on met des enfants en prison, évidemment, on a passé un cap, on n'est plus du tout dans le même monde. On n'est plus en 1970, ni en 1980, on a changé de monde et maintenant l'État se révèle pour ce qu'il est, ce que vous constatez certainement par vous-même, par des tas de biais, un État qui usurpe en fait sa place et n'est plus un État de droit, tout simplement. Nous sommes, du point de vue des valeurs qui sont attaquées, nous sommes dans un régime ségrégationniste. Et je pense que c'est important que vous ayez ce mot en tête. Il faut maintenant parler de ségrégation, parce que pour sortir de la défensive en permanence, et devoir toujours se justifier sur nos idées, maintenant il faut arrêter de défendre sur le plan des idées, enfin en défendant nos idées, et il faut contre-attaquer en remettant en cause les idées de l'État. Et ces idées sont des idées ségrégationnistes. D'ailleurs, j'ai encore entendu ce matin Macron parler de l'arc républicain. Il faudrait ne pas sortir de l'arc républicain. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des bonapartistes? Qu'est-ce qu'on fait des monarchistes? Qu'est-ce qu'on fait des constitutionnels? Qu'est-ce qu'on fait des anarchistes? Est-ce que tous ces gens ne sont plus des Français? Et que fait-on des gens qui, des Belges, des Anglais, des Espagnols, des Danois qui vivent en France et qui, eux, ne sont pas des républicains, puisqu'ils appartiennent à des monarchies? Qu'est-ce qu'on en fait? On les chasse? Ils ne font pas partie de l'arc républicain, ils ne font pas partie de l'accueil qu'il leur est dû en France. Vous voyez, donc on est en pleine dérive. On est en train de remplacer la France par une secte, en réalité, qui limite et qui exclut, qui pratique la ségrégation vis-à-vis des gens qui, comme moi par exemple, sont chrétiens. C'est évident qu'il y a une ségrégation antichrétienne en France, ça fait déjà très longtemps. Mais il faut le dire maintenant. Il faut vraiment le réaliser, et c'est là-dessus qu'il va falloir se battre, parce que ça englobe tout le reste. Cela dit, la société ne peut pas vous arracher ce à quoi vous tenez le plus. Ce que vous considérez comme vrai, juste, beau et bon, on ne peut pas vous l'enlever. D'abord, c'est illégal, mais en plus, elle ne peut pas vous l'enlever. Et c'est cela, ce sont ces valeurs qui sont attaquées, sont aussi votre trésor. Et je développe dans certains de mes ouvrages ce en quoi ça représente un trésor considérable et une force pour renouveler ce pays. Et l'ensemble des valeurs que vous défendez, et les valeurs que vous combattez par ailleurs, tout cela fait que vous êtes en réalité majoritaire. Nous sommes majoritaires dans le monde, très largement. Regardez les lois sociétales qui ont été votées depuis quelque temps, mais si vous allez en parler dans les pays du Sud, dans la plupart des pays du monde, les gens n'y croient pas. Ils n'y croient même pas possible qu'on ait pu voter des lois de ce genre. Donc en fait, la majorité de la planète pense comme vous. Si vous allez parler de la PMA, de la GPA ou de ce qui se passe en France, les gens vont vous dire c'est pas possible. Nous n'en voulons pas. Et c'est vrai dans le temps aussi, c'est-à-dire que les ancêtres de chaque Français
nés avant 1920, aucun n'aurait admis ces lois sociétales que nous voyons aujourd'hui et qui sont considérées comme la norme et la norme obligatoire. Donc, les ancêtres de nos persécuteurs eux-mêmes sont des gens qui n'auraient pas admis tout ce qui se passe actuellement. Vous voyez ? Donc, nous sommes majoritaires dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est important à savoir. C'est un petit groupuscule qui tient les médias, les gouvernements, et qui tente d'imposer cette subversion au monde occidental, en passant par ce qui arrive aux enfants notamment. Donc fort de ces valeurs, j'ai vécu ces 2 dernières années sans angoisse, sans dépression et avec beaucoup de joie intime, très profonde. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre ça? Une fois qu'il m'avait mis en prison, qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Rien. Or, ça ne m'a pas détruit. Ils auraient bien aimé que je sois brisé, mais ça n'a pas marché, ça ne m'a pas annihilé. Ça ne me gênait pas vraiment, puisque justement, d'abord je savais que nous avions une victoire qui s'approchait, et ça j'en parle dans mes ouvrages, une victoire qui est évidente, mais en plus j'avais le temps de développer tout ça, et de l'exposer, alors que quand j'étais en liberté, je n'avais pas le temps. Donc ça m'a donné le temps de préparer l'avenir. Voilà, donc étant en prison, ils ne pouvaient rien de plus contre moi. Et maintenant qu'ils ont épuisé leurs munitions, ben, vous voyez, c'est comme en Ukraine, on va attaquer le 3e round. Parce que maintenant, je vais pouvoir vous diffuser, à vous en priorité, et ensuite au grand public, ces réflexions qui permettent d'opérer une véritable contre-révolution copernicienne, si je puis dire, avec des changements de paradigme qui sont à la fois souhaitables et souhaités par l'humanité sans qu'elle en ait toujours conscience, et terribles pour le système. Vous allez voir que vous disposez de beaucoup plus de force que vous ne pouvez le penser. Et que l'avenir est avec vous, et avec tous ceux qui, dans le monde, n'acceptent plus cette dérive autoritaire de l'Occident. D'ailleurs, vous voyez bien, avec l'émergence des BRICS, par exemple, vous voyez bien ce tournant. L'avenir est à l'Est et en Asie. Et cela, je vous le partage. Je me permets humblement de vous rappeler que je suis parti en Asie il y a déjà longtemps, parce que je sais que l'avenir se situe là. La Russie elle-même se tourne maintenant vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Asie en général. Vous voyez, le mouvement, il se fait en ce sens-là. On va rechercher en Orient, là où le soleil se lève, du latin orire, on va rechercher la source des choses. Et vous voyez que quand je suis allé en Croatie en 1992 pour participer à la résistance, à l'issue d'une campagne, j'ai été invité par le président de la République, Franjo Tudjman, au palais de la présidence. Et je lui ai dit à l'époque, Monsieur le Président, bon, je participe modestement au petit effort de guerre que vous engagez contre la Yougoslavie communiste, mais je dois vous dire qu'après cette guerre viendra un autre problème beaucoup plus considérable qui viendra de l'Ouest. Ce discours il était complètement inaudible à l'époque, puisque pour eux, l'Ouest, c'était la liberté, la démocratie, l'Europe, c'était formidable. Et j'ai répété ce propos auprès de journalistes à la sortie du palais présidentiel. Je leur ai expliqué qu'une subversion énorme nous touchait déjà en France et qu'elle viendrait sur les traces de la victoire. Parce que je savais que la Croatie allait gagner. Et après ça, l'Europe débarquerait. Et elle débarquerait avec tout ce qu'elle charriait déjà, et ce dont on souffrait déjà dans les années 90, parce que c'est pas nouveau, et qu'à terme, le problème se poserait. Donc vous voyez, déjà à l'époque, je disais, et j'avais d'ailleurs ajouté au président, je lui ai ajouté, mais un jour, c'est nous qui viendrons vous chercher, parce qu'on aura besoin de vous. Et on y est. Vous voyez ce qui se passe actuellement? Nous avons besoin de l'Est pour mettre un terme à l'énorme subversion qui est devenue institutionnelle, générale, dont souffre l'Occident. Qui vous touche sur tous les plans, famille, impôts, retraite, vous voyez tout ce qui se passe. Hein. Alors il y a certains de mes abonnés qui me demandent mais comment est-ce que vous faites? D'où tenez-vous votre force? Comment avez-vous résisté? Bon, par exemple, voilà, j'ai subi 96 heures d'interrogatoire à la DGSI. Comment est-ce que j'ai fait pour tenir? Ben, ça, je vous le partage. Nous n'avons fait qu'incarner humblement quelques valeurs, les valeurs de notre anthropologie, notre foi, et ça m'a permis de résister très bien et de ne pas céder devant la pression.
Et bien ça, je vais vous le donner parce que je pense que c'est indispensable que vous vous l'appropriez et que vous soyez prêt aux échéances qui arrivent. Que vous soyez suffisamment fort en vous-même pour résister à toute la pression qui n'est plus celle simplement du rectorat ou du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, c'est toute la société qui est coincée et qui va bientôt comparaître devant les instances judiciaires. Vous allez voir, je l'ai dit, ça fait déjà 30 ans, comme nous sommes en phase de soviétisation, les citoyens seront, les uns après les autres, conduits devant un tribunal. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Une très grosse proportion, comme en Union soviétique, où à un moment donné, la moitié de la population était passée devant un juge. Vous allez voir, d'une manière ou d'une autre, vous serez cerné par une multiplication de lois, de poursuites et d'instances qui vont vous imposer des règles, des normes, des obligations, des interdits. Certaines personnes m'ont écrit qu'elles étaient heureuses que nos ennuis soient derrière nous, parce que j'ai effectivement écrit que nos péripéties étaient finalement victorieuses. En réalité, rien n'est terminé pour nous, rien n'est terminé pour vous, puisque cette judiciarisation de la société va s'accentuer. Mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'une victoire nous attend. Et ça, je vais vous le partager. Une victoire est inéluctable, parce que, et j'en ai fait la recension, il y a énormément de signaux dans la société actuelle, des signaux d'alerte qui se sont allumés et qui montrent que ce système va se briser en deux. Donc nous savons, avec de l'avance, ce qui va se passer. Tout à l'heure je vous disais en 92, je voyais déjà ce qui allait se passer, donc ça fait 40 ans d'avance quand même, parce que c'est 92, ça fait 40 ans, depuis 2022-92. En 40 ans d'avance, vous savez, pour un investisseur, c'est quand même intéressant. Imaginez que vous soyez en 1992 et que vous puissiez repartir là-bas et faire des investissements, probablement que vous ne vous tromperiez pas. Vous feriez des choses très profitables, parce qu'il y a des choses qui ont pris de la valeur depuis. Et c'est inéluctable, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un prophète, ni un visionnaire, ni un gourou, terme qui a été utilisé à mon égard. Très intéressant d'ailleurs, je développe à ce sujet, je dissèque le mot. Il n'y a pas besoin d'être un gourou pour comprendre ce qui va se passer. Il suffit d'être un petit peu vigilant, de se poser, de réfléchir, de prendre les éléments, de les assembler comme un puzzle et de voir ce qui va se passer très rapidement. Et de toute façon, entre 2031 et 2050, c'est ce que j'écris dans un de mes ouvrages, de toute façon, tout ce système se sera effondré. Toutes ces lois sociétales que vous détestez, toutes ces dispositions, tout ça, ça sera effondré, c'est mécanique. Vous ne pouvez pas l'empêcher, personne ne peut l'empêcher, personne. C'est pour ça que je parle d'une victoire qui est déjà acquise face à l'État et à l'Europe, lesquels ont décidé de sortir du droit, ce que vous sentez bien maintenant depuis quelques années, notamment avec ce qui s'est passé concernant l'école à la maison. Tout ça, c'est parfaitement anticonstitutionnel, mais à ce petit jeu-là, ni l'Europe ni la République française ne gagneront. Ils vont perdre. Et c'est tellement vrai qu'ils sont déjà obligés de reculer, partout, sous la pression. Ils sont obligés de reculer, sous des pressions multiples. Et en particulier le manque de moyens. Ah oui, quand on gère mal, on se retrouve sans argent. L'État n'a plus les moyens. Donc on fait des déclarations, on va gagner, on va mettre la Russie à genoux, on va faire ceci, cela, vous voyez, et puis finalement, au bout d'un moment, on s'aperçoit que n'est pas à genoux qui l'on croit et qui l'on a cru au départ. Mais ce recul, c'est pas seulement le recul que vous constatez à la télévision, c'est que moi j'ai constaté depuis que je suis incarcéré que d'abord une première loi que j'ai proposée moi-même, enfin en tout cas un sujet que j'ai évoqué lourdement, qui est le problème des placements des enfants, a trouvé une réponse au Parlement le 17 juillet 21, pardon. Il y a déjà une loi directement inspirée de notre affaire pour protéger davantage les enfants. Donc vous voyez, la pression, elle fonctionne. Il y a d'abord cette première loi, puis ensuite une deuxième, puis une troisième. Il y a eu jusqu'à 10 dispositions, 10, j'étais sidéré, vous voyez, je découvrais ça au fur et à mesure, 10 dispositions que j'ai préconisées parmi les 93 que j'ai faites, qui ont été entérinées par le gouvernement, soit sous forme de loi, soit sous forme de recommandations, soit d'une manière ou d'une autre. 10 textes sont passés, reprenant ce que je disais, et 3 formellement ne venant que de moi et de personne d'autre. Ce qui est quand même extraordinaire. Donc ça, je vous le fais découvrir aussi, je vous le fais partager, à quel point cet État est obligé, sous la pression, de tenir compte de ce que nous et d'autres disons, parce que je ne suis pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui redressent la tête et disent des choses. Alors, 10 propositions, ça ne suffira pas pour sauver le bateau, hein, c'est évident. Mais le naufrage, il a lieu. Hein, c'est le Titanic, je fais d'ailleurs le parallèle avec le Titanic, vous allez voir.
on ne sauvera pas le bateau avec 10 propositions. J'en ai proposé 93, c'est un minimum, et d'ailleurs ça ne suffira pas non plus, puisqu'il faudra un changement complet de régime. 93, c'était pour parer à l'urgence. Donc, vous voyez, l'État suit mes recommandations, et je peux les citer. Après, on va essayer d'expliquer, le procureur va essayer d'expliquer que l'État suit les recommandations d'un terroriste. Ça va être cocasse. Ça va être amusant de montrer ça. Donc, très bien. Donc, l'État est en train d'être à l'écoute d'un gourou terroriste. Ce que les médias ont dit de moi. Ça va être cocasse. Alors aujourd'hui, je suis sous bracelet électronique, sans droit de quitter ma maison, sauf 4 heures par jour, le matin, entre 8 et midi. Je ne peux pas aller voir ma famille au loin, puisque ça demande un aller-retour, ça demande la journée, donc je ne peux pas me déplacer. Je vis avec ma famille, ma femme et mes derniers enfants, mais pas mes premiers enfants. Je ne peux pas voir mon père non plus. Je suis assigné à résidence, comme l'était Nelson Mandela, si vous voulez. Bon. Mais vous voyez que ça aura évidemment des conséquences, parce que je ne suis pas le premier dans l'histoire. J'en ai fait une petite liste incomplète de gens célèbres qui sont passés par la prison, hein, il y en avait beaucoup, depuis Richard Cœur de Lion jusqu'à Mandela, François Ier, bon, Jésus-Christ lui-même, hein, Jean-Baptiste, et beaucoup d'autres sont passés par la prison, et de là, exception faite évidemment de Christ et de Jean-Baptiste, c'est autre chose, mais de là, beaucoup d'entre eux ont eu un parcours politique très intéressant, parce que c'est à ce moment-là que ça leur a donné une impulsion. Par ailleurs, je vous signale que le juge m'interdit de travailler dans mes domaines de compétences, donc pas d'enseignement, pas de formation, pas d'accompagnement, pas de revenus, donc voilà, je ne peux pas avoir de contact avec un public, sous peine de retourner en prison. Alors moi, la prison, ça ne me gêne pas. Simplement, j'ai une femme et des enfants à qui ça convient moins. Et donc, pour eux, je ne peux pas travailler normalement. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis acculé soit à prendre un travail comme magasinier dans un supermarché, auquel cas je serai dans la survie, je ne pourrai plus travailler, plus écrire, je ne pourrai plus avoir d'activité, donc ça me fera taire, soit être dans l'indigence. Mais si je suis dans l'indigence et si je me retrouve sans un sou, retour à la prison, pareil. Vous voyez, c'est quand même pas mal fait leur système, hein. C'est un moyen de vous obliger à avoir un petit boulot, tout petit boulot, puis comme ça vous êtes dans la survie et vous ne dites plus rien. En revanche, ils ne peuvent pas m'interdire de vendre mes livres. Donc j'ai beaucoup écrit et je vais vous proposer des livres. Et ça, je peux le faire. Et donc, plutôt que de m'adresser directement à vous par le biais de vidéos, je vous écris dans mes livres, ce que personne ne peut empêcher, et donc vous allez pouvoir recevoir tout ça grâce à ces ouvrages. Et dans ces ouvrages, vous allez le voir, eh bien, nous avons monté d'un étage. Maintenant, c'est plus seulement l'école à la maison, c'est beaucoup plus global que ça, et maintenant, il est question de l'ensemble de l'Europe et de l'ensemble des dispositions légales, des cadres constitutionnels, des institutions et de tout ce qui fait la domination de l'Occident. Alors, le sujet du jour, c'est de vous proposer de choisir quel livre vous souhaiteriez lire le premier. Non pas aujourd'hui d'en acheter, mais de choisir l'ouvrage qui vous plairait le plus et dans quel format. Voilà en quoi consiste ma demande du jour. Donc, le premier livre que j'ai terminé, c'est Reinhard Tarkon, que j'aime beaucoup. C'est le roman dont vous avez peut-être entendu parler. Certains d'entre vous ont déjà lu le tome 1. Il faudrait reprendre ce tome 1 parce que j'ai fait énormément d'ajouts. Et puis, c'est un roman dont vous avez entendu parler, qui contient beaucoup d'aventures, il se passe énormément de choses. Donc, j'ai fini le tome 2, le tome 3. Vous pouvez acheter les 3. Vous pourrez bientôt acheter les 3. Ils sont disponibles, c'est la grande aventure. C'est une grande parabole. Et avec plein de clés pour comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer dans les temps prochains. Dans le tome 2, vous retrouverez Reinhard, le moine, Marthe, et puis les autres personnages qui sont embarqués dans leur aventure de la guerre civile en Chine et de la reconquête de la Mongolie. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Qu'est-ce qui se passe face à tous ces adversaires, face à toute cette adversité, cette guerre terrible? Comment est-ce qu'ils s'en tirent? Donc, propos évidemment original, hein, c'est copié de nulle part, sans intelligence artificielle, faut-il le préciser, rédigé en prison. Et j'ai été très heureux, très heureux, parce que j'ai pu trouver beaucoup de choses, alors que c'était presque à l'état d'ébauche. En fait, ce livre a trouvé maintenant toute sa tension, son fil tendu. J'ai beaucoup remonté les choses de façon à ce que ce soit plus fluide, et puis il y a beaucoup d'apports, des suppressions, mais il y a aussi beaucoup d'apports, beaucoup de changements. Et je pense que là, vous allez être très heureux de ce texte. Et j'ai hâte que vous me fassiez des retours aussi, qu'on puisse échanger à ce sujet,
en direct, personnellement. Voilà, et puis dans le livre, j'ai aussi ajouté une playlist, parce que je voulais qu'il y ait une musique du livre, en fait. Et donc j'ai ajouté des morceaux que j'aime. Alors vous n'êtes pas obligé de les écouter, bien sûr, mais dans le livre, sous la forme livre, les liens sont indiqués, c'est des liens courts, des liens internet. Et sous la forme EPUB, vous avez juste qu'à cliquer dessus pour les écouter. Donc au début du paragraphe qui est concerné, au début du passage, eh bien, vous pouvez cliquer sur le morceau et écouter. Cliquer sur le lien pardon, et écouter le morceau pour accompagner votre lecture. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Voilà, avec Reinhardt, vous allez beaucoup voyager. Et je vous signale en passant, j'ai fait un petit texte où je raconte l'histoire de l'écriture de ce roman, puisque Léonie m'a incité à le faire. Il me dit, mais il faut quand même que tu racontes tout ça, c'est intéressant, surtout que tu le finis en prison, donc il s'est quand même passé pas mal de choses durant la rédaction de ce livre, depuis le début. Voilà, et puis je révèle que, notamment, le premier lecteur d'Ernest Hemingway, qu'il avait découvert en Haïti, a lu mon livre et a souhaité pouvoir le lire et souhaitait le voir édité avant de mourir. Hélas, il n'a pas eu le temps de lire le tome 2 et le tome 3, mais il aimait déjà beaucoup le premier. Donc ça, c'est dans la petite histoire que j'offre en bonus. Même avant que vous l'achetiez, vous pouvez télécharger cette petite histoire que j'ai mise sur le site. Alors c'est pas tout à fait prêt encore, mais vous pourrez découvrir l'histoire et quelques autres éléments assez étonnants au sujet de ce livre. Voilà, enfin intéressant en tout cas. Bon. Alors l'autre livre qui est terminé, c'est Pensées accouchées de la prison d'Occident. Donc j'ai écrit plus de 450 pensées en prison sur tous les sujets. Et vous allez voir, ça mitraille. Hein. Là, il y en a beaucoup sur des tas de sujets différents, de tous les jours, mais des sujets personnels aussi. Il y a de l'humour, il y a de l'actualité, il y a de la politique, il y a plein de choses qui vont à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, partagées dans tous les milieux, y compris dans la dissidence, y compris dans les milieux défendant ce pays. Il y a je remets en cause beaucoup de choses et j'analyse comment en réalité certains se trompent très profondément dans les solutions qu'ils proposent pour ce pays. Et j'apporte ce que je peux et qui me paraît en fait vraiment intéressant dans la réflexion que nous devons mener maintenant pour refonder un État. Voilà, mais vous allez découvrir des choses assez intéressantes. Par exemple, quand il y a eu la guerre en Ukraine, je n'avais que la télévision et la radio. Je n'avais aucune autre source d'information, pas d'internet, pas de téléphone. Donc, comment est-ce que j'ai réagi? Quel était mon sentiment par rapport à cet événement en ne lisant, en ne recevant que les nouvelles officielles? Donc j'analyse et je développe ma pensée au fur et à mesure. Vous allez voir les conclusions auxquelles on arrive. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas internet finit par réagir? C'est très intéressant. Et ce n'est là qu'une rubrique sur les 400. J'en ai fait beaucoup sur des tas de sujets. Vous pourrez voir d'ailleurs, je mettrai la table des matières sur la page qui présente cet ouvrage. Donc voilà, quel livre vous intéresserait? Reinhard Tarkand, le roman complet, et notamment la suite, le tome 2 et tome 3, ou Pensées accouchées de la prison d'Occident. Lequel souhaitez-vous en priorité? L'aventure ne fait que commencer. Et vous allez voir dans ces livres le potentiel qu'il y a pour vos existences propres, pour vos familles, mais aussi pour la société tout entière. Et en attendant, concernant l'école à la maison, eh bien, Léonie, que je conseillerai, que je continue à conseiller, vous apportera son aide si vous avez des questions, si vous avez besoin de remplir le dossier de demande d'autorisation. Elle vous explique comment faire. Et il y a des choses qui sont encore possibles. Ça durera ce que ça durera. Je pense que d'ici 2 ans, ce sera complètement terminé, puisque en réalité, on va en finir avec cette liberté millénaire. Mais bon, d'ici là, au moins, vous aurez des astuces pour obtenir, en tout cas augmenter les probabilités d'une obtention d'une autorisation. Ensuite, il faudra passer à autre chose. Et voilà, ça j'en parle aussi dans mes ouvrages. À terme, nous abrogerons cette demande d'autorisation et beaucoup d'autres choses, parce que ce n'est qu'un aspect de ce qu'il faut changer dans ce pays. L'État fait de la surenchère, au bout d'un moment ça va se casser. Donc il y a des choses qu'on va abroger, notamment cette question, on rétablira pleinement l'école à la maison, évidemment. Mais d'ici là, bon, il ne suffit plus seulement de slalomer entre les interdictions et les obligations,
il y a une restriction de liberté, il faut savoir trouver des voies qui vous permettent de vous en tirer. Bon, après il y a d'autres livres, donc j'ai fait un polar, j'ai fait un essai sur l'avenir de nos pays, qui est spécifiquement un essai politique, social et politique, et ce dont nous avons tous besoin, ce dont il faut se débarrasser, parce qu'il y a beaucoup de choses en trop dans nos États occidentaux. On est très loin de la vie réelle, de la vie naturelle. On s'est coupé, hein, vous le savez très bien, on s'est coupé de beaucoup de choses, donc il va falloir retrouver un état naturel, et pour ce faire, se débarrasser d'énormément de choses qui nous encombrent, spécialement du point de vue institutionnel. Voilà. Après, il y a deux autres textes. Un petit texte qui est une nouvelle assez piquante, et puis j'ai fait un texte aussi qui s'intitule « Aller en prison », où j'explique que ça pourrait bien être un refuge pour des tas de gens qui sont en surendettement, ou qui sont à la rue tout simplement. Donc je donne tous les trucs pour vivre très bien en prison. Donc si certains d'entre vous se sentent menacés, ou s'ils sont en surendettement et qu'on leur dit tu payes ou tu vas en prison, dites je vais en prison. Ça vaut vraiment la peine. Et je vous explique pourquoi, et c'est pas du tout un piège que je vous tends là, parce que la prison en Europe n'est pas du tout celle que vous trouvez dans les autres pays, ou en Asie du Sud-Est par exemple, ou en Afrique. La prison en France n'est pas ce qu'on pense en général, et je vous explique, je démonte beaucoup d'idées reçues. Moi-même je ne connaissais pas, j'ai découvert, et je vous décris un parcours complet, je vous donne trucs et astuces pour vivre bien, de prendre un temps de repos, regarder la télé si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui passent, il y a la TNT complète, donc vous avez pas mal de programmes, et puis lire, vous pouvez lire, écrire, peindre, voilà, vous pouvez... écoutez, écrire, vous voyez, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait ces livres, donc c'est quand même... c'est que le temps m'en a été donné, que ça a été possible. Donc par conséquent, contrairement à ce qu'on pense, on peut faire beaucoup de choses en prison, on peut même faire des formations, on peut passer son permis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Pas le permis de conduite, on peut faire le théorique, mais il y a plein de formations qu'on peut suivre, par exemple. Si en ce moment vous vous demandez ce que vous voulez faire ou suivre des formations, eh bien la prison vous offre un certain nombre d'opportunités. Il y a des gens très sympas, il y a des personnels qui sont très compétents. Je pense que c'est l'une des administrations les plus compétentes de France, personnellement. Les surveillants, si vous savez vous y prendre, c'est pour ça que le livre vous explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, si vous savez vous y prendre, ça se passe très bien. Moi j'ai eu des surveillants avec qui on a beaucoup échangé, certains sont devenus pratiquement des amis, et je pense qu'ils me recontacteront, parce que je leur ai dit, n'hésitez pas à me recontacter après, j'aurais donné pas mal de conseils, parce qu'eux-mêmes ont beaucoup de problèmes dans leur vie, dans leur parcours et dans leur métier. Et donc, comme ils voyaient que j'étais quelqu'un qui était particulièrement calme et puis un peu instruit, je pouvais leur donner quelques trucs, parce que je me suis enquis en fait de leur sort plutôt que de me plaindre à mon sujet. C'est ce que font tous les prisonniers, ils vous parlent d'eux-mêmes, si vous voulez. Donc moi j'ai essayé d'inverser la proposition, leur demander des nouvelles, comment ça va, etc. Donc, et là, ils se livrent, ils vous disent des tas de choses. Et c'est très difficile, hein, ils vivent des choses comme tout le monde dans cette société. Ils vivent des choses très difficiles. Alors je leur dis, écoutez, il y a peut-être ci, ça. Alors ils étaient très contents, certains, ils étaient contents de ces tuyaux, donc... vous voyez, vous pouvez mettre en place des relations qui sont très bonnes et qui peuvent être très profitables. Donc ça, vous verrez ça dans Aller en prison. Je vous en parle parce que j'ai fait ce livre aussi parce que c'est une chose, je le répète, qui pourrait vous arriver. Et vous avez vu combien de gilets jaunes sont passés par la prison, hein. Il y en a eu plusieurs milliers. Et certains totalement innocents, et certains de simples badauds qui n'étaient même pas gilets jaunes ont été embarqués et mis en garde à vue. Donc bon, c'est bon de savoir les choses, et ne pas se faire piéger, parce que les pièges sont multiples. Hein. Les policiers, les gendarmes sont capables d'essayer de vous piéger, de vous faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Et sous l'émotion, sous la peur, eh bien, vous vous sentez coupable et vous pouvez dire des choses. Et donc, il faut savoir résister. Et je vous donne tous les trucs pour ça. Voilà, en tout cas, l'aventure, elle continue. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus célèbres avec la prison. Je pense que mon sort va grandement s'améliorer. Pour l'instant, la situation est difficile parce que je n'ai plus de revenus. Et je compte bien sûr sur les ventes de mes livres. Il faut que j'arrive, bien sûr, et c'est pour ça que je travaille beaucoup, il faut que j'arrive à sortir de l'ornière et reprendre un train de vie normal. Donc c'est un combat jusqu'à l'instruction qui n'est pas encore close, jusqu'à ce que l'instruction soit terminée et que le procès arrive, et il va falloir que je trouve les moyens, même si je suis très largement empêché, de fournir des revenus à ma famille. Alors ce dont je voulais aussi vous témoigner, c'est de bien vous mettre en tête que vous êtes le droit, vous êtes la Constitution, et que vous avez affaire à un État qui est hors du droit. Donc ne vous sentez pas coupable et sur la défensive quand vous êtes inquiété par l'État, puisque c'est lui le gangster. C'est lui le gangster.
L'État a été condamné des centaines de fois. Il est multirécidiviste. Vous, pas. La plupart d'entre vous. Moi, personnellement, j'ai un casier judiciaire vierge. Et je suis mis en prison. Donc, ne vous sentez pas sur la défensive. C'est l'État qui est hors du droit. C'est vous qui êtes la loi. Vous êtes d'abord la souveraineté. C'est constitutionnel. Vous êtes la souveraineté populaire. Vous êtes le peuple. C'est-à-dire le patron à bord en principe. Donc ça, appropriez-vous-le. Ce que je fais, tout ce que je fais et dis est dans le droit. Prenez-le pour vous-même. Vous aussi, vous représentez ce droit mieux qu'un magistrat, mieux qu'un président de la République. Vous êtes, vous, du bon côté de la barrière. Eh bien, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que j'entends? Qui arrive? Ah ah! Oh, ma chérie! Oh, t'as bien dormi. Voilà, voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Tu vois, il y a la caméra là, tu la vois la caméra? Regarde, c'est ici, regarde. Ah, voici Lysia qui sort de son dodo. Voilà, petite chérie. Bon, allez. Voilà, donc haut les cœurs, nous ne sommes pas brisés, nous sommes en plein développement. L'aventure continue. Maintenant, ce que je voudrais, donc, c'est que vous alliez sur le lien qui est sous la vidéo, allez sur le site, vous êtes emmené sur le site que j'ai créé, et vous pouvez choisir le format qui vous intéresse, soit papier. Alors, je vous montre les livres quand même, parce que je ne vous ai pas montré, mais vous voyez, Reinhardt, maintenant, c'est soit 3 tomes comme ça. Voilà, 3 tomes. Bon, ça, c'est le tome 1. Tome 2 et tome 3. Voilà. Donc c'est sous ce format-là, en A5, ou alors, version papier intégrale, sous forme A4. Pour ça, vous ne pourrez pas l'emmener à la plage, mais si vous préférez tout en un, vous voyez, bon, c'est écrit en petit quand même. 2 colonnes. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez considérable. Là, il y a 800 pages. C'est un gros volume. Voilà, A4. Donc vous avez le choix. Ou alors la version EPUB. Et EPUB, vous pouvez choisir la version intégrale, ou moi je songe à créer une version abonnement, semaine après semaine, un chapitre par semaine. Alors ça, vous me direz ce que vous préférez. Voilà, j'ai besoin de votre avis. En cliquant sur les liens, automatiquement ça vous inscrira dans une liste et ça me permettra moi de savoir quelle est la priorité selon vous. Et puis, de toute façon, les autres formats, je les créerai très rapidement. Ce sera fait dans les 15-20 jours. Si vous choisissez un livre, l'autre livre suivra très vite. De toute façon, d'ici la fin du mois. En tout cas, tout ça, c'est fini. Je suis très content. Voilà, merci, chers amis. On dit peut-être tout à l'heure. On dit au revoir? Au revoir. Non? On dit pas au revoir. Tu sais pas, bah oui, il n'y a personne en face de toi. Il n'y a qu'une caméra. Donc, bah oui, bien sûr, c'est logique. A très bientôt, chers amis. Je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous.